Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Actu débat sur la 97.1. Actu débat, bien sûr, qui débattent des grands sujets de l'actualité nationale et internationale. Notre invité, Ildefonse Akpaki, il est le directeur de publication du journal La Gazette du Golfe, directeur, bien sûr, administrateur du journal en ligne La Gazette du Togo.com. Ildefonse Akpaki, bonjour. Bonjour Elie et bonjour à tous qui nous entendent. Et merci de toujours accepter notre invitation. C'est un sacerdoce. Sacerdoce professionnel. Oui. Merci. Ildefonse Akpaki, la semaine dernière, l'homme qui a fait parler beaucoup de lui s'appelle Sachivi Folie, étudiant à l'université de Lomé. Il dirige la Ligue togolaise des droits des étudiants et libéré, bien sûr, condamné quand même pour 12 mois de sursis. Il a vite rejoint ses camarades de lutte. Et hier, dans une conférence de presse animée au centre communautaire de Tokin, et il a invité il a invité ses camarades à boycotter si les revendications des étudiants, les revendications soumises bien sûr aux autorités universitaires ne sont pas réalisées, ne sont pas effectuées. Il les invite donc à boycotter les examens universitaires prochains. N'est-ce pas exagéré? Vous savez que devant l'introduction que vous venez de faire, moi, à l'entame, je voudrais faire quelques observations. Merci. J'ai assisté personnellement au procès de M. Sachivi et de Marius Magbegno, et j'ai pu comprendre qu'il y a eu des choses qui ont été dites par les autorités universitaires sur la personne, notamment de Sachivi. Mais au prétoire, j'ai pu comprendre que non seulement l'accusé s'est prononcé et a fait valoir non seulement son titre ou son droit d'étudiant, il est arrivé ensuite à prouver que ce qui est dit de lui n'est pas vérifié. Son statut critique de controversé d'ailleurs d'étudiant. Voilà. Et j'ai été même surpris et éberlué à la fois de savoir que ces pièces à conviction qui constituent sa carte d'étudiant et tout ce que le collège d'avocats ont exhibé ont prouvé à suffisance que cela a été une cabale qui a été montée contre la personnalité de M. Sachivi. Et moi, j'ai dit même sur certains plateaux que, devenant de plus en plus dérangeant, on a bien voulu le faire taire. En estimant qu'il n'est pas étudiant? Oui. En estimant qu'il n'est pas étudiant. Qu'il n'est plus étudiant. En l'arrêtant, en l'embastillant et en le présentant devant le juge, pour qu'il soit condamné pour 12 mois assortis de sursis. C'est-à-dire que, devenant de plus en plus dérangeant, si tu es en sursis, il y a des activités que vous ne pourrez plus faire. Alors, vous avez compris que celui qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Et moi, cette transgression que je fais de ce qui s'est passé du procès jusqu'à la conférence de presse d'hier. Mais avant d'arriver à la conférence de presse d'hier, j'ai pu échanger avec un des conseils de M. Sachivi qui a même donné un document produit par le président de l'université en la personne de M. Kokoroko, et j'ai lu dans ce document des incohérences et des incongruités. Alors, au prétoire, j'ai vu, j'ai entendu, avec le conseil, j'ai pu toucher du doigt le document. Alors, hier, M. Sachivi lui-même s'est prononcé sur son statut d'étudiant. Tout ce qui était dans le dossier, tout ce qui lui est reproché. Mais ce que moi j'ai gardé en tant que
journaliste dans tout cela, c'est le fait que, après son arrestation, il a été victime d'un certain nombre de traitements qui ne sont pas dignes de ceux-là qui l'ont embastillé. Première remarque. La deuxième remarque, c'est que quand M. Sachivi dit, et aujourd'hui l'opinion publique est au courant de ce que un médecin personnel du chef de l'État lui a été envoyé, et par la suite l'ancien directeur du CHU qui s'avère être aussi un officier, et que dans leur discussion, il était question d'un certain nombre de choses. On peut aujourd'hui, prenant en compte les déclarations de M. Sachivi, que tout a été fait, non seulement pour neutraliser ce jeune étudiant qui devient de plus en plus dérangeant, mais aussi pour le faire taire, pour lui dire, monsieur, taisez-vous. Eh bien, ma question portait essentiellement sur le fait que Sachivi et ses camarades de la LTDE aient demandé à leurs camarades étudiants de ne pas donc composer aux examens prochains, et si les revendications soumises aux autorités universitaires ne sont pas satisfaites. Alors, je fais remarquer d'ailleurs que tous ceux qui étaient devant la presse hier sont tous des étudiants. Si ce ne sont pas des politiciens ou bien des membres de la société civile ou encore des femmes du grand marché qui d'ailleurs pour la plupart sont des parents d'élèves, des parents d'étudiants, si ce ne sont pas eux qui se sont prononcés devant la presse hier et que c'est des étudiants, on ne peut plus être plus royaliste que le roi. Mais la question, ce que je voudrais vous poser, est-ce que c'est la meilleure option en voulant boycotter les examens, et d'autant plus qu'on sait que c'est pour ces examens-là qu'ils demandent de meilleures conditions de travail, d'études. Alors, si les conditions ne sont pas bonnes, pourquoi vais-je chercher à continuer? Si aujourd'hui je suis au CP1 et que je demande que j'ai au moins 1 heure de Wi-Fi à la maison pour faire mes recherches, et que dans mes démarches, on m'a battu, on m'a arrêté, on m'a emprisonné, on m'a passé devant le juge, on m'a jugé, et que je sois aujourd'hui en sursis au CP1, et qu'on me dit que la composition c'est pour l'année prochaine, alors que les conditions dans lesquelles je travaille n'ont pas été satisfaites. Vous voulez que j'aille passer la composition ou bien l'examen pour aller en classe supérieure pendant que mes doléances dorment encore. Je fais remarquer que les doléances des étudiants, pour quelques-unes, datent du précambrien, si vous voulez que je m'exprime ainsi. Parce que les autorités du pays, y compris celles universitaires, ont toujours ajourné, reporté, à travers leurs ruses, à travers le dilatoire, qui aujourd'hui, le dilatoire est la duplicité qui aujourd'hui caractérise même le pouvoir d'État togolais. Ça a été toujours comme ça. Alors, j'ai pu remarquer que c'est quand vous demandez, vous vous levez, et vous réclamez votre droit, c'est en ce moment-là que les dirigeants se rendent compte de ce qu'ils doivent prendre leurs responsabilités. Autrement dit, il n'y a qu'un peuple dérangeant qui se fait respecter. Ildefonse Akpaki, revenons un peu sur le statut controversé de Sachivi. Hier, dans la presse, notamment le journal Le Médium, un certain nombre d'éléments, de preuves ont été donc cités, ont été diffusés. Et dans ces éléments, on note l'attestation de non-inscription signée des mains du directeur de la TAS et qui atteste que Sachivi n'est pas inscrit à l'université de Lomé au titre de l'année académique 2016-2017. Alors, je suis d'accord avec le patron de ce journal-là que j'aime très bien, Credo Tété, à qui je fais d'ailleurs un coucou, mais cela pose un problème de responsabilité. Je m'explique. Si aujourd'hui,
Des pièces à conviction prouvent qu'à titre de l'année 2016-2017, Sachivi n'est pas inscrit à l'université de Lomé et que pendant tout ce temps-là, il organise des assemblées générales. Il est reçu par le ministre de l'enseignement supérieur. Il est reçu par le président de l'université, le président de l'université même qui fait office de soutien à certaines manifestations. Je voudrais juste prendre le premier anniversaire de naissance de la Ligue et qui débourse. Je voudrais même poser la question, d'abord à moi-même, de savoir tout ça là se fait. Se faisait à quel titre? À quel titre? Voilà pourquoi je pose aujourd'hui le problème de responsabilité. S'il s'avère aujourd'hui que le confrère exhibe une pièce à conviction de telle envergure, alors devons-nous poser la question de savoir si l'université du Togo ou bien de Lomé est devenue un lieu où, moi aussi, je peux me rendre pour regrouper les étudiants, pour leur dire je suis responsable de telle association, je voudrais que vos revendications, tout ce que vous voulez, soit pris en compte. Je suis reçu par le ministre, je suis reçu par le président de l'université, on me donne des avantages. Alors, si je peux faire tout cela sans que je ne sois étudiant, et donc, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème à l'université? Le bon sens voudrait que ce qui se passe là, si vraiment il y a des intellectuels qui dirigent ce centre de savoir, qu'ils arrêtent de prendre les Togolais comme des cons. Eh bien, qu'ils arrêtent de prendre les Togolais comme des cons. Ah, Ildefonse Akpaki, c'est vos propos. Eh bien, reprise hier, ou selon, bien sûr, un communiqué de presse signé des mains du ministre des Infrastructures et des Transports, Nisso Nyonfam. Reprise des travaux de réhabilitation de la route Lomé-Vaughan-Enfin. Hier, dans un communiqué, le ministre, à l'endroit des populations et des usagers de la route Lomé-Vaughan-Enfin, disait ceci. Le ministre des Infrastructures et des Transports portait donc à la connaissance des populations et des usagers de la route nationale numéro 34, Lomé-Vaughan-Enfin, que les travaux de réhabilitation et de renforcement de la dite route reprennent effectivement cette semaine. À cet effet, le trafic sera perturbé à certains endroits de cette route à compter du mardi 4 juin 2017. Durant toute la période des travaux, les usagers sont invités à respecter les panneaux de signalisation et les itinéraires prévus à cet effet. Le ministre des Infrastructures et des Transports remercie les populations et les usagers de la dite route pour leur patience et invite tout un chacun à la prudence. Voilà le contenu, la teneur bien sûr du communiqué signé de Nisso Nyonfam, le ministre des Infrastructures et des Transports. Ildefonse Akpaki, sur les réseaux sociaux, on parle d'une bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle à prendre avec des pincettes parce que nous sommes au Togo, nous sommes au 228. Vous me faites rire quand il s'agit de ceux-là que vous appelez ministres togolais, qui en fait ne sont ministres que sur papier. Ils n'ont pas de pouvoir de décision. Alors, je voudrais, avant d'aborder ce sujet comme cela se doit, faire un coucou à mes amis de Nubweke. Du mouvement Nubweke. Et saluer d'abord l'initiative qui a été prise le samedi dernier, qui a consisté à crier sur les autorités en charge des travaux publics pour que le martyre que souffrent les populations qui sont aux abords de ces routes-là soit prise maintenant en compte et que quelque chose soit fait. Vendredi dernier même, ici à la Super Radio Métropolis Lomé, dans notre émission Libre Opinion, on en a parlé abondamment. Voilà, donc je voudrais les saluer et les remercier pour l'initiative. Je voudrais ensuite faire remarquer qu'il y a quelques mois, Monsieur Nyonfam était devant l'Assemblée nationale togolaise, la représentation nationale, où il a été interpellé par rapport à ce sujet
Et contre toute attente, il avait dit, puisque ces messieurs et dames se réclament être des hommes d'État, mais qui ne sont État que dans leur bouche, que la route, ou bien les travaux, devaient finir en fin décembre. Mais le comble, c'était que le ministre, là, avait scandalisé tout le monde lorsque les députés lui ont posé la question de savoir qu'est-ce qui fait que les travaux ont été arrêtés. Sur la gestion financière des travaux. Voilà. Et il a dit que l'argent qui devait se servir à cela a été affecté aux achats d'un certain matériel par la société qui... Pour le compte de la société Seco BTP. Alors, il y a des observations à faire par rapport à ces propos du ministre. Le montant d'ailleurs c'était combien? 26 milliards. Je crois que c'est des milliards. Je n'ai pas le chiffre exact en tête. Alors, moi, je me pose la question de savoir quel est encore le sens d'un vote du budget si tant est que on est dans une république et que la république est régie par des lois et que devant l'Assemblée, un ministre peut raconter ces genres d'énormités sans qu'il ne soit démis de ses fonctions par celui-là même qui l'a nommé. Je crois que nous ne sommes plus dans une république en tant que telle, mais nous sommes dans une république bananière. Bananière parce que avant même que cette société ne gagne ce marché-là, il y a eu ce que nous appelons appel d'offres. Et dans l'appel d'offres, vous devez être à même de respecter tout ce qui a été dit. Voir les matériels nécessaires pour le travail quand même. On se rend compte que peut-être c'est un arrangement qui a été fait. Si tant est que l'argent qui a été budgétisé pour le bitumage de cette route-là a été affecté à l'achat du matériel, donc c'est du copinage, c'est du clientélisme. Et jusqu'à preuve du contraire, ce monsieur est maintenu dans le gouvernement. Grave. Il y a quelques mois, on l'a vu aux côtés du Premier ministre lancer encore les travaux de cette route-là que lui, il a dit que déjà en décembre de l'année dernière devait finir. Faut-il croire ces messieurs? Il y a aujourd'hui des questions qu'on se pose. Est-ce que en face de nous, ceux qui se disent premiers dirigeants de cet État-là savent ou bien ont en tête l'idée de ce que c'est un État qu'ils sont en train de diriger? Je voudrais qu'ils fassent la différence entre leur famille, leur boutique privée et l'État et la nation et la République. Parce que tout ce que vous dites en tant que responsable, en tant qu'autorité, les Français l'ont dit, un homme ne vaut que par sa parole. Et si tant est que nous devons appliquer ces expressions aux réalités togolaises, moi je dirais que ces messieurs ne valent rien parce que ils parlent, mais tout ce qu'ils disent, les actes nous montrent le contraire. Vous voyez que je suis un peu peiné qu'un communiqué comme ça sorte du même ministre qui appelle aujourd'hui les populations à faire quoi, vous avez dit? Moi, je sais pas. À respecter les itinéraires. Et comment respecter? Lui, il a respecté sa parole. Il est autorité. Ah, donc l'autorité au-dessus maintenant de la loi. Peut-être qu'au Togo, les autorités savent faire et défaire la loi. Ah non, mais là, c'est super. Parce que ce que vous me dites là me fait revenir à la mémoire une scène que j'ai toujours vécue avec les députés togolais qui sont les législateurs, qui légifèrent et qui sont les premiers à violer les lois que eux-mêmes ils ont votées, ils ont légiféré. Vous voyez que le Togo est devenu d'ailleurs un pays atypique et bizarrement une curiosité dans le monde entier. Partout où tu parles, tu parles du Togo, on te regarde tout comme si tu es un extraterrestre. Justement parce que les actes posés par les premiers dirigeants font froid dans le dos.
Ildefonse Akpaki, l'autre aspect de la reprise de ces travaux, c'est de savoir d'où sont sortis finalement les fonds pour reprendre cette route, pour la reprise des travaux de réhabilitation de cette route. Selon des informations, on parle de 30 milliards de prêts auprès d'une structure chinoise, encore des prêts pour le Togo. Alors, dans un État normal, dirigé par des gens qui sont politiquement civilisés, l'acte posé par le ministre Nyofam devait valoir une démission de sa part. Bien sûr. Et s'il ne le fait pas, et s'il n'est pas de connivence avec celui qui l'a nommé, il devait être destitué par lui. Alors, si dans les deux cas, rien n'a été fait, ce qui veut dire qu'il a fait de connivence avec celui qui l'a nommé à ce poste-là. Sinon, dans un état normal, si on le gardait à ce poste, le bon sens aurait voulu qu'on fasse l'audit même de ce qu'il a eu à gérer, puisqu'il a dit que l'argent a été affecté pour le compte de l'achat de matériel par cette société-là qui a été soumissionnaire du projet. Alors, mais moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, la bonne gouvernance n'a plus ou n'est plus de droit au Togo. Si on prend les institutions de Bretton Woods comme le FMI et la Banque mondiale qui ont dit plus de prêts au Togo et qui se rendent compte que même les prêts qui ont été faits antérieurement n'ont pas été gérés comme cela se doit et qui disent maintenant nous allons vous tacler, nous allons voir plus de prêts même ailleurs parce que jusqu'à preuve du contraire ça pose un problème. Le Togo est le seul pays de l'espace UEMOA qui a violé le pacte de stabilité de croissance qui voudrait que la dette publique soit inférieure à 70% du PIB. Aujourd'hui, nous sommes à 80%. Et le Togo est dans un gouffre. Je ne sais comment le qualifier. Il y a ça. Il y a le fait même que vous venez de citer, alors vous venez de dire que ce prêt de 30 milliards a été fait dans une banque chinoise. Auprès d'une structure chinoise. Ce que nous savons, nos informations. Ce que nous savons, ou bien ce que certains comme nous savons, c'est qu'il y a eu des prêts dans certaines banques, dans certaines institutions financières, à des taux de concession très élevés, qui fait aujourd'hui que le Togo est tellement endetté, et si après quelques années, il y a eu le PTTE, et le Togo a vu sa dette épurée, et qu'aujourd'hui, on se rend compte que la dette publique du Togo avoisine encore 2200 milliards. De façon vertigineuse. Mais on se pose la question de savoir, et dans le même temps, vous voyez la misère et la pauvreté qui sévissent aujourd'hui, juste à Lomé. Vous voyez comment les gens se comportent à Lomé. Vous voyez le vol qui a repris de plus belle. Vous voyez les mendiants. Mais non, on se pose la question de savoir si en réalité on est en face de ceux qui veulent le bonheur de ce peuple. Mais quand vous lisez dans les actes que posent les premiers dirigeants de ce pays, mais on est en droit de dire qu'ils sont des étrangers, les dirigeants togolais. Sinon, la réalité est que nous ne pouvons pas vivre dans un état où, je reviens encore là-dessus, parce que quand nous abordons les sujets qui entrent dans la bonne gouvernance du Togo, je suis chaque fois obligé de dire que je ne serai jamais responsable d'une association ou bien de ma famille et venir dire que c'est juste une minorité qui sont à l'aise. Je ne peux pas le dire. Et d'ailleurs, je n'ai pas été éduqué comme ça. Et je prie Dieu, ce Dieu-là que j'appelle tous les jours, de faire en sorte que je sois utile et efficace dans l'exercice de ma profession. Utile et efficace à tout le monde. Donc, c'est vraiment une
erreur grossière qui part même du sommet de l'État. Parce que si des serviteurs doivent se comporter de la sorte, ils ne sont plus aujourd'hui serviteurs. Parce que jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, le Togolais tire le diable par la queue. Mais je voulais me rappeler cette expression de mon ami et frère Rodrigue Aego qui dit, mais non, le Togolais cherche même ce diable-là pour lui tirer la queue. Il ne le trouve pas. Ildefonse Akpaki, politique et cérémonie de purification du Togo, le Ashkroun, dans sa mission de réconcilier les Togolais, purifier le Togo de tous ces drames qui ont souillé le sol togolais, est une nécessité mise dans les recommandations de la CVJR pour aider à ce que le Togo puisse renaître, avoir de nouvelles énergies capables de réconcilier tous les fils et toutes les filles de ce pays. Alors, on est parti sur de mauvaises bases. Pourquoi? Ce n'est pas possible. La réconciliation? Alors, je vais citer deux personnalités religieuses, de deux confessions religieuses. Je cite d'abord Monseigneur Nicodème Barilla, qui, un an après avoir remis le rapport de la CVJR au chef de l'État, disait un an après, les tensions ne sont pas calmées et la situation n'a pas beaucoup évolué. Je suis convaincu qu'en mettant en œuvre les recommandations formulées, des situations pourraient être redressées, le climat apaisé, l'impunité combattue et la réconciliation plus effective, même si les signaux que nous enregistrons actuellement sont plutôt préoccupants. Fin de citation. Je rappelle que cette déclaration a été faite un an après la remise du rapport de la CVJR au chef de l'État. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont après cette déclaration-là. J'ai même, dans un passé récent, dénoncé l'attitude même des évêques togolais par rapport au fait que ce que le Ashkroun a bien voulu que les églises les aident à faire n'a pas été ce que ces prélats-là, ces hommes de Dieu devaient faire. Ce n'était pas le cas. Okay. Mais aujourd'hui, je me rends compte que au sein même de la chrétienté togolaise, il y a encore espoir parce que il y a de ces courageux-là qui sont hommes de Dieu et qui disent aujourd'hui cela n'est possible si un certain nombre d'actes n'ont pas été posés. J'ai été très enchanté d'écouter le pasteur représentant du Conseil chrétien hier à la TVT, à la télévision nationale togolaise, dans le cadre même de cette cérémonie de purification, qui disait, je cite, « L'homme qui pose un acte doit se repentir. Il faut que les gens aillent vers les victimes. » Fin de citation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous ne pouvons pas connaître les victimes sans connaître. Donc pour vous, l'acte de repentance n'est pas encore posé? Ouais, d'abord, la garantie de non-répétition, si tant est que, nous ne connaissons pas ceux qui ont posé les actes là, qu'est-ce qui nous prouve que demain, les mêmes personnes ne peuvent pas commettre les mêmes erreurs? D'ailleurs, je vous donne un exemple palpable. Lorsque je prends ce rapport de l'ONU qui cite le major Kouloum comme étant un des présumés auteurs des tueries d'Atapamé, présumé bien sûr, présumé, on ne nous a jamais démontré le contraire. Le contraire, jamais. Mais lorsque le chef de l'État se permet
de décorer celui-là que les populations de Atapamé ont vu en action. Moi, je suis allé. D'ailleurs, c'est mon village Atapamé. Je suis originaire, je suis Anan. Je suis allé passer des jours. J'ai mené des investigations à Atapamé. Et le premier nom qui sort de la bouche de toutes les victimes, c'est le Major Kouloum. Et quand vous dites que vous êtes dans la dynamique de réconciliation ou de purification, et que le chef de l'État se permet de décorer celui-là que les populations ont reconnu comme étant celui qui les a ou a endeuillé leur localité, vous ne trouvez pas que ça pose un problème? Pour vous, cette réconciliation est imposée aux Togolais, selon la manière dont elle est faite? Vous savez, depuis même du vivant de feu le général Eyadema, on a toujours parlé de réconciliation au Togo. Je ne sais pas qui réconcilie qui et qui veut réconcilier qui. C'est un peu, excusez-moi le thème bête, c'est un peu bête que je vienne te dire que Romuald m'a poignardé. Je ne suis pas mort. Je sais que c'est lui qui a fait. Tu ne demandes pas à Romuald de venir me présenter des excuses pour que lui et moi se réconcilient, mais tu viens présenter des excuses au nom de Romuald, sans même qu'il ne t'accompagne. C'est bête, c'est inhumain, c'est trop bête. Je n'insulte pas, hein, mais c'est la situation que je viens de t'exposer, parce que nous sommes des humains. Et d'ailleurs, les Saintes Écritures, y compris même la loi fondamentale togolaise, dit la personne humaine est sacrée et inviolable. Je suis heureux que ce pasteur, à qui je fais d'ailleurs un coucou, a eu le courage de dire sur la chaîne nationale, il faut que les auteurs aillent vers les victimes. Parce que juste qu'aujourd'hui, nous connaissons les victimes. Sur un autre point, purement spirituel, dans la tradition africaine, quand vous versez le sang d'un être humain et que des cérémonies de purification doivent être faites, celui qui a commis l'acte, s'il est encore en vie, il demande pardon avant que la cérémonie ne soit faite. Sinon, on dit les dieux, les dieux ont refusé parce qu'il n'y a pas eu repentance. Et donc, c'est un folklore qu'on veut bien nous imposer. Et là, je parle du côté spirituel purement traditionnel. Le côté chrétien, vous avez vu quand Caïn a tué Abel, ce que Dieu a dit, il a versé son sang. Et ce sang-là crie vengeance. Et le Seigneur a dit quoi? Moi, je ferai vengeance à la place de Abel. Voilà pourquoi, lorsqu'il a envoyé son fils et qu'il est venu, il a donné sa vie. Il est mort sur la croix. Il a demandé aux pécheurs de se repentir. Et la repentance, si on ne le fait pas, les auteurs, nous ne disons pas qu'on vienne les exhiber. Mais le bon sens voudrait que là où nous avons copié ce genre de choses, ce processus de justice transitionnelle, ce n'est pas comme ça a été fait. Et une recommandation d'ailleurs, une recommandation du rapport de la CVJR demande d'ailleurs au chef de l'État de présenter des excuses publiques. Il l'a jamais fait. À tout le peuple togolais. Il l'a jamais fait. Pire. Parce que l'État a manqué de protéger Le rapport dit que c'est la faute incombe à l'État. C'est ça. C'est ce que d'ailleurs j'ai relevé. Et c'est celui qui incarne l'État qui doit présenter. Si normalement, non, s'il a la volonté, s'il reconnaît que ce qui a été posé comme acte là va à l'encontre même du respect de la dignité humaine. C'est cette volonté qui l'a amené à mettre en place cette commission Vérité, Justice et Réconciliation. Justement maintenant, la suite, ça a été quoi? La suite. Mais la commission a fait son travail. La commission a pondu des recommandations. Nous ne voulons pas
que les mêmes choses se répètent. Mais où est la garantie de non-répétition si on ne connaît pas les auteurs de ceux qui ont posé ces actes-là? Et donc, vous craignez qu'en 2018, 2020, oui, mais j'en viens. Encore Avant même d'arriver à 2018 et 2020, est-ce que vous avez fait cette lecture-là de ce qui se passe aujourd'hui à Tapamé, cette ville qui a été la plus touchée? C'est dans quel esprit le Ashkroun a engagé maintenant cette cérémonie de purification quand on sait que encore à Tapamé, il y a deux clans qui s'affrontent. Il y a des remous. Sur quel sujet? Le sujet Kouloum. Et Kouloum, présenté comme un présumé auteur des tueries de cette région-là. Vous pensez, quand vous faites la lecture de tout cela, que ceux qui ont initié ça là sont de bonne foi avec ce peuple? Moi, ça peut me valoir ce que ça peut valoir. Je dis que c'est trop bête de faire des choses comme ça. Et on ne va pas aller dans les exagérations des propos. Non, je dis, je suis en train de caricaturer, je suis en train de faire un dessin. Bon, c'est du cynisme, parce que vous ne pouvez pas verser le sang des êtres humains que vous êtes censé diriger et demander qu'il y ait réconciliation sans qu'on ne connaisse ceux qui ont tué, ceux qui ont versé le sang. Vous comprenez? Quand je vous ai parlé du spirituel, en prenant la tradition africaine, j'ai pris celle de la chrétienté. Et je peux même ajouter que ceux qui veulent, qui sont religieux en plus, qui veulent s'adonner à cette purification-là, je crois que quelque part, je peux dire qu'ils ont failli à leur mission de salut des âmes. Parce que justement dans l'église, moi je suis catholique, si vous péchez, que vous ne reconnaissez pas que vous êtes pécheur, allez leur demander ce que cela vaut. Vous devez faire un acte de contrition avant d'aller vous communier. Bon, maintenant, si eux, ils se rendent compte qu'il n'y a pas eu repentance et contrition et qu'ils accompagnent ce processus-là, on les appellera quoi? Des complices. Ils sont aussi complices. Parce que vous ne pouvez pas dire, aujourd'hui nous sommes en 2017, c'est peut-être à la période de nos grands-parents que les prêtres disaient, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Mais nous sommes en 2017. Au 21e siècle, bien sûr. Et nos papas n'ont pas eu le WhatsApp. Vous savez, non? Le monde a évolué. Et donc, nous évoluons avec le monde. Aujourd'hui, l'Église, quelle qu'elle soit, ne peut être complice de ce qui se passe au Togo. J'accuse l'Église parce que je sais le rôle que l'Église a joué et continue de jouer dans certains pays. Et le confrère Ferdinand Haïté, hier dans Alternative, publiait un certain nombre d'éléments sur les pasteurs de l'église méthodiste qui également demandent à ce que les réformes soient faites. Je salue à juste titre cette lettre de ces pasteurs de l'église presbytérienne évangélique et de l'église méthodiste. Quand vous lisez ce document, le document fait une analyse minutieuse. Et je comprends aujourd'hui pourquoi un des pasteurs de ces deux églises-là a eu le courage de dire il faut que les auteurs aillent vers les victimes. Mais parlons-en maintenant de la justice transitionnelle, puisque c'est de là que l'on tire aujourd'hui le soubassement, l'essence même de cette réconciliation. Alors, dans la justice transitionnelle, il y a transition. Et si vous prenez tous ces États-là qui ont expérimenté le processus de la justice transitionnelle, cela suppose que nous devons quitter un ordre pour un autre, un nouvel ordre. Et ces pays étaient véritablement dans une situation de transition politique et puis de justice. Et vous devez vous rendre compte qu'il y a véritablement eu cette transition-là. Faure Gnassingbé a été considéré dès l'entame de son premier mandat comme l'initiateur de cette transition politique. Mais et la suite? On parlait à l'époque de rupture. Mais moi, je vous dis aujourd'hui que c'était une farce. Moi, je le dis aujourd'hui, c'est une farce. Parce que ceux qui entourent le pouvoir togolais... Peut-être une rupture dans la continuité.
Vous avez juste trouvé l'expression. Ceux qui sont dans l'entourage immédiat du chef de l'État actuel, c'est des gens qui ont travaillé avec le papa et qui travaillent avec lui. Le système n'a jamais changé. La méthode est restée la même. C'est les mêmes hommes. Qu'est-ce que vous voulez? Or, ailleurs, il y a eu le départ de l'ordre ancien pour un nouvel ordre. Ce n'est pas le cas au Togo. Ça va toujours poser problème. Cela donne donc raison à ceux qui pensent que le Togo doit rentrer dans une nouvelle transition. Puisque la transition de 1992 a été une transition ratée, il faut une nouvelle transition au Togo, une nouvelle transition qui demande à ce que l'opposition et le pouvoir puissent se mettre ensemble pour faire avancer le processus de réconciliation nationale. Je suis d'avis avec eux. Je suis d'avis. Parce que ceux qui ont posé les actes là, ils sont encore aux commandes. Ça serait difficile, voire impossible, avec le même ordre qui est là, qu'on réalise une réconciliation, ou bien même qu'on s'adonne à une purification de façade. Moi, je l'appelle comme ça. Parce que dans les deux cas, ceux-là même qui portent le projet savent que ça ne peut pas marcher. En tout cas, c'est votre avis, Delphonse Akpaki. Et Delphonse, de la cérémonie de purification du Togo, on passe donc à la communalisation du Togo. 212 communes, on passe à 116 communes. Le débat a été très vif à l'Assemblée nationale. Les députés de l'ANC parlent de communalisation à dessein politique, de communalisation discriminatoire. Et pendant ce temps, l'UNIR pense que c'est un test d'espoir voté, bien sûr, pour le Togo. C'est une foutaise. C'est une foutaise. Modérez vos propos, s'il vous plaît. Non, je n'insulte pas. C'est l'acte que je qualifie de foutaise. Le Bénin a une population de 18 millions. Avec 77 communes. Avec 77. Le Togo, aujourd'hui, a une population d'à peu près 7 millions. Avec combien de communes? Avec 116 communes. Vous ne trouvez pas que c'est une foutaise, vous? Chaque pays détermine selon des critères. Quel genre de critères? D'abord, sa communalisation. D'abord, ce que dit la loi de 1998 a été violé par les députés même. C'est pourquoi je faisais tout à l'heure l'analogie entre le fait que nous ayons des gens qui siègent au Parlement, qui se disent députés, qui légifèrent les lois, mais qui sont les premiers à violer ces lois-là. La loi de 98, qui a été revue en 2004 ou 2002, je me perds. Elle a été révisée quand même. Elle a été révisée en 2004. Cette loi-là a été violée par les députés. Parce que la loi ne demande pas la numérisation, mais la dénomination. Voilà pourquoi, historiquement parlant, la première élection locale a eu lieu en 1959. Et le premier maire du Togo de Lomé était un certain Sylvanus Olympio, qui avait un adjoint qui était M. Robert Fiadjo. Et quand Sylvanus est devenu Premier ministre, c'est Fiadjo qui est devenu le maire de la ville. Alors, de 1959, la dernière élection, c'est en 1987. Et en 1987, on avait 9 communes de plein exercice et d'autres à moyen exercice. On en était là lorsque la loi de 98 est arrivée, révisée en 2004, qui voudrait, ou qui a fait que nous avons jusqu'au vendredi où la loi a été votée, Lomé, comme capitale historique politique du Togo. Et Lomé est subdivisé en 5
grand arrondissement, ce qui est normal et intelligent. Tout le monde sait. Moi, entre-temps, j'étais à Côte-du-Viacopé, je savais que j'étais dans le 5e arrondissement. Mais toi, aujourd'hui, tu es dans quelle commune? Très bientôt, quand ce sera effectif, je serai peut-être dans Golfe. Golfe, lequel? Je ne sais pas. Voilà. Alors, des incongruités que nous avons relevées. Donc la numérotation vous pose un certain nombre de problèmes. La loi ne le dit pas. Même quand vous prenez l'article 5 de la Constitution togolaise, c'est la dénomination. C'est vrai qu'entre-temps, on peut prendre en compte d'autres critères, mais respectons d'abord la loi. Vous savez que lorsque nous nous sommes permis à voir ce qui a été fait comme travail, d'ailleurs, vous vous rendez compte que dans un passé récent, il était question de la création de 4 nouvelles préfectures. Nous avons crié parce qu'on ne pouvait pas faire d'Agoué une préfecture et laisser Baguida. C'est des zones périphériques de Lomé. On a fait de Agoué une préfecture. Jusqu'aujourd'hui, est-ce que vous connaissez le nom du préfet? Non. Parce qu'il n'y a pas eu nomination d'un préfet. Et c'est le secrétaire général, un secrétaire général qui a été nommé. C'est une foutaise. Bon, maintenant, on part des préfectures, on crée maintenant des communes. Dans un esprit tribal. Parce que moi, j'étais au Parlement la dernière fois. Je sais chaque fois que le pouvoir unir veut faire un passage à force, on utilise les forces de sécurité ou de l'ordre, ou soit l'armée. Je me suis rendu compte quand j'étais dans les environs du palais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Parce que justement, ceux-là savent que ce qu'ils sont en train de faire là n'est pas bon. Et j'ai pu entendre des députés unis qui ont dit, nous savons que il y a des anomalies, mais pour bâtir un édifice, on nous a toujours dit qu'il faut avoir une fondation solide. Qu'est-ce qui empêche qu'on corrige ces anomalies-là pour faire un bon travail? Lorsque vous prenez par exemple Agouanivé, qu'on rattache à Adétikopé d'Agouanivé et que la mairie d'Adétikopé s'appelle aujourd'hui Agouanivé 6, vous allez vous dire que c'est une incongruité. Lorsque, historiquement parlant, Glédi est le soubassement des gains, et qu'on se rend compte aujourd'hui que, au lieu que Glédi soit à la tête de Anéro, c'est Anéro qu'on a mis à la tête de Glédi. Dans l'Est Mono, lorsqu'on dit qu'on a regroupé des cantons pour faire des communes, mais on a marginalisé nos frères de l'Est Mono. Voilà pourquoi. Je voudrais même vous épargner de tout ce que j'ai pu raconter sur ces histoires-là où ailleurs il devait avoir un tel nombre, ça a dépassé, ailleurs on a réduit. Et aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est que Lomé, qui est la capitale, a complètement disparu. A perdu son nom. Oui, et j'ai écouté des incongruités de la part de certains députés unis qui disaient, mais on dit Paris 16e parce qu'il était question de la dénonciation, de la numérotation de ces communes-là. Et il prenait ce vilain plaisir de dire qu'il y a eu Paris 16e, il y a eu Paris... Encore qu'on a dit Paris, Paris a gardé son nom. Lomé n'a pas gardé son nom. C'est une foutaise, je vous dis. Eh bien, Ildefonse Akpaki, on parle en 1 minute de lui, c'est Tikpi Atchadam. Il est le président du parti national panafricain. Tikpi Atchadam, au cours de son grand meeting le dimanche dernier, il dit qu'à défaut d'obtenir les réformes, il demande donc le départ de Faure Gnassingbé. Des observateurs pensent que c'est des propos démagogiques illusoires et estiment que Tikpi Atchadam se met ainsi dans le sillage de l'opposition ancienne alors qu'on espérait de lui de nouvelles méthodes et un nouveau discours politique. Est-ce qu'il est citoyen togolais?
Bien sûr. Alors, il a droit à la parole. C'est un monsieur que je respecte. Lorsque les gens se sont enfermés dans cette salle d'enregistrement à l'époque où ils ont, par des calculs politiciens, modifié la constitution que les Togolais ont voté à 98,11%, et que Tipi Atchadam demande qu'on retourne à la constitution de 1992, qui est le consensus des consensus, parce que, je vous dis, plus de 98,11% de Togolais, et feu le général Yadema même. Je ne trouve pas, je ne vois pas pourquoi on va dire aujourd'hui qu'il est en train de parler un langage ancien, il a rejoint l'ancienne opposition. Mais moi, je ne me mets pas dans la peau de ceux qui le critiquent. Mais je sais que les pas qu'il pose depuis un certain temps sont des choses aussi qui permettent à ceux-là qui hier n'avaient pas compris de comprendre. Je souhaite que cette dynamique-là fasse quelque chose. Je souhaite vivement que ça fasse quelque chose. Parce que tous ceux qui ont le courage de dire haut et fort ce que les 7 millions de Togolais pensent, on les a toujours traités ainsi. Je souhaite beaucoup de courage et bon succès à M. Tipi Atchadam. Bon succès à M. Tipi Atchadam. Liberté écrit Union de l'opposition et alternance, le rêve, le grand enjeu d'une coalition CAP 2015, groupe des 6 et PNP. On peut donc espérer une grande coalition de ces forces politiques dans les jours à venir. J'espère. Cette force sera capable de faire la différence. Je prie Dieu que ça fasse quelque chose. Merci à vous, Ildefonse Akpaki, directeur de publication du journal La Gazette du Golfe, directeur administrateur général du journal en ligne La Gazette du Togo.com. Ildefonse, merci. Merci à vous aussi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ici à Lomé, partout ailleurs. Merci à Rapide Développement pour l'assistance technique, à toute l'équipe de la rédaction. Au micro, Eli Plim, Goka, Dokanou, le fils, et c'est bien moi. Au revoir et prenez très bien soin de vous. La vie est une chance, mieux une grâce. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.